Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. Aujourd'hui, on se concentre sur les étoiles. Et j'ai une étoile avec moi, Thibaut. Je l'attendais, celle-là. La costard du podcast. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. On a une chouette sélection d'œuvres. On va parler de 10 choses un peu éclectiques, les étoiles au sens propre comme au sens figuré. Et pour commencer, je suis tombé un peu par hasard sur une œuvre. Ça s'appelle The Star, donc l'étoile, c'est de H.G. Wells. On connaît assez bien pour ses œuvres de science-fiction. On en a parlé dans des épisodes précédents. C'est un des auteurs les plus connus quand on parle des précurseurs en science-fiction même. Et ici, il s'agit d'une nouvelle et on va retrouver des astronomes amateurs et plutôt des astronomes de vrais scientifiques qui en font leur travail, vont découvrir par hasard un objet cosmique non identifié dont la trajectoire s'annonce plutôt périlleuse. Donc au tout début, uniquement quelques passionnés qui vont s'intéresser à ce phénomène. Le reste de la population n'est que très peu au courant. Les médias de l'époque, qui sont plutôt au niveau papier et radiophonique, vont totalement ignorer l'événement. Ça donne un petit peu d'ailleurs l'impression du fameux Don't Look Up avant l'heure. Et cet objet non identifié va impacter Neptune, qui va quitter son orbite centrifuge autour du Soleil et qui semble en fait se diriger tout droit vers le Soleil suite à cet événement. Le temps va passer, on va continuer à observer ce phénomène et il va y avoir des calculs qui seront de plus en plus précis, qui montrent assez rapidement que l'attraction de Jupiter pourrait faire dévier cette énorme boule de feu. Donc on ne sait pas trop si c'est une comète, une étoile, un bout de planète, c'est assez vague et que tout cela pourrait en fait se diriger vers la Terre et non plus directement vers le Soleil. L'événement commence enfin à être discuté par les médias, avec certaines franges de la population qui se mettent à s'inquiéter, qui tentent peut-être même de se préparer à l'événement. Mais il faut bien garder en tête que c'est une époque où nous n'avons pas encore visité l'espace, donc le sentiment d'impuissance est assez grand. Il est impossible en fait de contre-attaquer, d'envoyer une roquette, des missiles pour détruire le danger qui apparaît. Je trouvais que l'intérêt en fait de cette nouvelle, c'était surtout de voir que Wells parvient à couvrir cet événement de différents points de vue, géographiques surtout. On apprend notamment comment les gens vont se préparer en Chine, comment le Japon pourrait être impacté. On parle de l'Afrique, de l'Europe. Donc c'est très loin d'une nouvelle qui serait centrée uniquement sur la Grande-Bretagne ou sur les États-Unis. Donc quand on parle de catastrophe imminente dans le cinéma, parfois dans les livres, c'est souvent très centré sur une zone, un pays. On ignore totalement ce qu'il se passe sur le reste de la Terre. On voit une tentative de réflexion là-dessus. Et puis, il y a une partie assez spécifique où on va voir que cette comète va en fait frôler la Terre, mais ne causera pas d'impact direct, mais va causer notamment des événements climatiques. Donc, il nous parle d'une fonte des glaciers, donc des caps au nord et au sud, qui provoquerait une montée des eaux. On parle de tremblements de terre également, de réveil de volcans. Donc, tout ne se finit pas bien pour autant. Donc, il va y avoir des millions de personnes qui vont périr dans ces événements. La fin semble proche, de manière générale, à moins que. Donc, je vous laisserai découvrir la suite par vous-même. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle, ça se lit, si je me souviens bien, en une demi-heure, 1 heure maximum, et ça donne une idée de l'avant-gardisme catastrophique, peut-être en science-fiction, par un des maîtres sur ce thème. Parce qu'on est fin du 19e siècle à ce moment-là, que je vois quand il l'a écrit. Et donc, c'est marrant parce que c'est presque d'actualité, ces fonds des glaces comme ça. On ne peut pas parler de préoccupation écologique, peut-être un peu excessif, mais quand même, encore un auteur qui, même si l'événement, d'accord, n'est pas du tout lié au réchauffement climatique, c'est quand même interpellant, je trouve. Il en parle, il est bien conscient du risque. Faut lui donner ça, oui, c'est vrai. Intéressant. Et alors, toujours sur le thème des étoiles au sens propre, Thibaut, je sais que tu voulais parler de Une place pour Pierrot, qui est un film qui vient de sortir. Oui, tout à fait. C'est un film qui est sorti ici en septembre, un film français, comédie dramatique. Alors, c'est un premier long métrage qui est signée Hélène Médig. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler, pour être honnête, mais apparemment, elle s'est fait connaître comme actrice dans la série Plus belle la vie, cette fameuse série française qui fonctionnait pas mal. Et alors, en fait, elle est productrice, elle a aussi réalisé, je pense, des courts-métrages ou un documentaire. Mais alors surtout, en fait, c'est aussi la sœur d'un garçon autiste et elle-même est active dans une association, qui accueille des adultes autistes.
Et son film, en fait, parle un peu de ça. Donc, on se doute voilà, que ça l'a inspiré et c'est sans doute aussi pour ça que le film est assez, finalement, qu'on sent une certaine authenticité dans le film, une certaine justesse. Et donc, on retrouve ici, en fait, un homme, donc Pierrot, qui a 50 ans. Il est dans une maison, il est hébergé, en fait, dans une sorte de foyer d'accueil, on va dire, on ne sait pas, on voit pas trop les autres personnes, les autistes, parce qu'en fait, sa sœur, qui est interprétée par Marie Gillin, parce qu'il a la permission de sortie, etc., un jour le retrouve et il est complètement amorphe, abruti de médicaments. Et là, ni une ni deux, elle n'en peut plus. Elle dit, moi, je ne peux plus supporter une surmédication comme ça. Je vais le sortir de là. Et donc, avec des amis, elle va le sortir de l'institution, pas par une voie légale, entre guillemets, mais vraiment, hop, on embarque toutes ses affaires et il ne remettra plus les pieds ici. Elle va l'héberger chez elle, dans son petit appartement. Petit appartement alors qu'elle-même, en fait, est récemment divorcée, a une fille adolescente dont elle a la garde partagée avec son ex-conjoint. Sa fille qui a 14 ans, donc c'est un peu difficile alors qu'il n'y a pas de chambre, en fait, pour Pierrot, hein, qui doit vivre un peu, il doit dormir dans le canapé du salon. Et surtout qu'au début, en fait, il est toujours abruti par les médicaments. Bon, après, ça va aller un peu mieux, mais ça n'en reste pas moins que c'est quelqu'un qui a besoin d'assistance, qui a des comportements très particuliers. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout dans les autistes savants, type Asperger, comme on voit parfois de manière caricaturale au cinéma, hein, type je sais tout, j'ai une excellente mémoire. Non, ici, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine autonomie, parce qu'il sait quand même aller en ville, il sait quand même se débrouiller, mais ça reste limité. Ça reste quand même très, très limité. Et bien, donc, elle travaille, elle est avocate, mais elle ne va pas pouvoir, en fait, continuer comme ça très longtemps. Et voilà, quelle solution va-t-elle pouvoir mettre en œuvre? C'est un peu à ça que le film va essayer de répondre. Alors, Pierrot est interprété non pas par un autiste, hein, c'est par un acteur maintenant assez connu, qui est Grégory Gadebois, ex-comédie française, qui est absolument formidable, hein, parce que je pense que dans ce genre de rôle, on peut très vite verser dans du cabotinage ou des excès, des choses comme ça. Eh ben, pas du tout, il trouve tout de suite un ton très juste et on y croit. On y croit vraiment. Marie Gillin est formidable, une femme qui essaye de faire tout pour son frère et qui se démène, qui est vraiment très, 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 très convaincante. Donc voilà, c'est pas un film, on va dire, transcendant sur le plan formel, c'est vrai. Qui m'a vraiment interpellé, moi, c'est c'est la justesse, en fait, tout simplement. La justesse avec des très bons acteurs. Et moi, je trouve que quand on voit ça, on se dit Grégory Gadebois, mais enfin, aujourd'hui, c'est un des plus grands acteurs, en fait, français, hein. Franchement, il est capable d'à peu près tout jouer et il est toujours formidable. Et alors, tu vas peut-être me demander quel est le lien avec les étoiles, parce que jusqu'ici, il a parlé d'un film, on ne voit pas du tout ce que ça vient faire dans ce podcast. Mais en fait, Pierrot, je vais dire souvent, parce que ça ne veut pas dire que je connaisse très très bien ça, mais les autistes ont parfois des obsessions. Et lui, son obsession, c'est les étoiles, justement. Donc, quand il est hébergé chez sa sœur, il en profite pour se rendre très souvent au planétarium. Il y a notamment une espèce de spectacle ou reconstitution. Effectivement, on voit le ciel, toutes les étoiles, peut-être certaines planètes aussi. Et c'est quelque chose qui le fascine tout à fait, quoi. Ça, c'est voilà, comme une sorte de grande passion, d'obsession, les étoiles pour Pierrot. D'accord. Donc, il a en fait une certaine autonomie. Il parvient à s'y rendre tout seul. Oui, parce que, par exemple, on voit un moment, donc oui, parce qu'il va tout seul au planétarium, effectivement. Il sait prendre les transports en commun tout seul. Au tout début, comme il est encore abruti de médicaments, ça ne va plus trop. Donc là, forcément, ça n'allait plus. Mais donc à ce moment-là, justement, sa sœur, par exemple, l'accompagne chez le boulanger pour qu'il aille, et elle reste dehors pour qu'il passe commande lui-même. Donc là, cette fois-là, il a un peu de mal, mais après, il est capable de le faire. Simplement, il a des comportements parfois étranges. Donc quand il se retrouve dans l'appartement, par exemple, un jour, et que la fille revient de l'école, elle le découvre complètement nu sur le canapé. En fait, lui, c'est parce qu'on lui dit, quand sa sœur arrive, elle lui dit il faut t'habiller, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas du tout il y a pas de volonté de rester comme ça. C'était pas réfléchi en tout cas. Donc, il peut pas rester seul longtemps de toute façon. Ça, non. D'accord. Tu parlais d'autisme, j'imagine. On ne parle pas de paracétamol ni de Tylenol, parce que j'ai entendu qu'aux États-Unis, on a de drôles d'idées. On a de drôles d'idées, effectivement. Ouais. Non, il n'est pas du tout question de ça. Ici, c'est vrai. Le film pose plutôt la question de, en fait, que fait-on avec des personnes comme ça? Parce qu'en fait, en France, visiblement, il n'y a pas d'endroit adapté pour quelqu'un comme lui, en fait. Et c'est très difficile à trouver. Ça rejoint un peu un film que j'ai vu aussi l'an dernier, qui s'appelait, je pense, En tongs au pied de l'Himalaya ou quelque chose comme ça, qui parlait aussi d'un petit garçon comme ça, qui en fait, parce qu'un enseignement spécialisé comme on est en Belgique n'existe pas en France. On ne sait pas. En gros, la seule solution, c'est presque l'hôpital psychiatrique ou je ne sais plus quoi. En tout cas, et ça ne va pas du tout, quoi. Donc, c'est des gens, effectivement, alors qu'on met complètement à l'écart de la société, terminé. Voilà. Donc, la problématique comme ça de l'accueil, personnes qui ont un handicap parfois
pas très important en fait en réalité est là quoi. C'est que doit-on faire, quel type d'établissement et bien sûr la question aujourd'hui c'est aussi avec quel argent. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi dans comment dire, le spectrum de l'autisme, il y a vraiment un peu de tout. Donc il y a des Oui, tout à différents fait, tout à niveaux fait, de, tout à fait. je sais pas vraiment le vocabulaire, mais de difficultés que peuvent Mhm, avoir ces mhm. personnes avec peut-être les tâches quotidiennes. Très intéressant. Et puis, je regardais quand tu expliquais, j'étais convaincu, par exemple, que Marie Gillin avait joué dans un des films des Frères Dardenne, mais apparemment pas du tout. Parce que c'est un peu un drame social à nouveau. Je m'étais dit, d'office, Oui, oui, avec quand même, je rapprocherais pas ça du tout du cinéma des Frères Dardenne, non. non, parce qu'il y a quand même un registre de comédie qui est là, il y a un peu d'humour, c'est pas filmé du tout aux caméras à l'épaule non plus. Donc non, non, j'ai commencé par dire que c'était une comédie dramatique. Je pense pas qu'on puisse D'accord. qualifier les films des Frères Dardenne de comédie dramatique. Ah non, plutôt pas. Non, c'est vrai. Alors, pour continuer avec une autre œuvre, c'est A Star is Born. Et celui-ci, ça a été dirigé par Bradley Cooper, bien que ce soit basé en fait sur un scénario et je pense aussi une sortie au cinéma qui date. C'est peut-être pas à 100% une histoire originale. Et ici, on va donc retrouver dans ce drame qui est dirigé et aussi joué par Bradley Cooper avec Lady Gaga en co-star. C'est une histoire, on va suivre Jackson, on va appeler Jack, qui est chanteur de country rock, donc c'est très typique des États-Unis. Il est très célèbre, mais il est aussi brisé par l'alcool et la drogue. Et un soir, en fait, après un concert, il tombe un peu par hasard sur Ali, qui est une jeune serveuse, elle-même passionnée de musique, et il la trouve en fait en train de chanter avec une certaine intensité. Donc on imagine déjà une sorte de coup de foudre peut-être non dit dès le départ. Il est séduit par ce talent et il va l'encourager à croire en elle, peut-être même un peu la prendre sous son aile et très vite, ils vont créer une certaine complicité entre eux avec Jack qui va l'aider, qui va même la pousser à monter sur scène avec lui. Donc vraiment utiliser sa propre marque comme tremplin pour soutenir Ali. Et ce duo va commencer à vraiment faire un peu le tour des États-Unis, si je me souviens bien, avoir un certain succès. Et évidemment, une histoire d'amour va débuter, va se créer, bien qu'elle se crée en parallèle de toute l'évolution artistique et même personnelle des deux personnages. On va voir en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ces deux nouvelles étoiles vont avoir des trajectoires très différentes. Donc, Jack lui-même, malgré cette présence féminine, la présence d'Ali, va continuer à sombrer, tandis que Ali elle-même prend de plus en plus confiance en elle, va grimper, créer même sa propre présence et personnalité médiatique. Donc, ces trajectoires différentes sont bien montrée à l'écran et elle est d'ailleurs même poussée sur le côté par un producteur qui voit en elle son prochain gagne-pain, qui la pousse de plus en plus, délaissant Jack qui s'enfonce et qui reste avec ses démons. Donc petit à petit, à un moment, on se rend compte qu'il y a une certaine tension entre ces deux personnes qui se crée, qui va s'élever, puis qui varie. L'alcool, les regrets, une certaine jalousie vont aussi entrer en jeu, avec Jack qui ne parvient pas à aller mieux. Il reste très proche, mais tout les déchire en même temps. Donc c'est une situation et une relation très compliquée. Et bon, je vais pas en dire plus, mais donc on a en fait l'occasion de voir ces deux trajectoires de deux étoiles, une étoile montante et une étoile filante même sur le déclin, avec quelques beaux duos aussi. Donc on aperçoit à nouveau le talent de Lady Gaga donc au micro, avec un talent d'actrice aussi sur le côté. Un film qui parvient à toucher la corde sensible, donc il n'est pas trop dans le m'as-tu vu, et plutôt délicat, ce qui est parfois assez rare. Je crois que l'histoire d'amour était assez bien montrée aussi, sans moment un peu impensable ou exagéré. C'est une belle réussite. C'est un film de 2018, si je me souviens bien, qui, de par son succès, doit sûrement se trouver sur pas mal de plateformes aussi. Et tu t'en rappelles un peu, Thibaut? Oui, je dois avouer que le film n'avait pas spécialement marqué, parce que finalement, on a une histoire très classique, très Hollywood en fait, hein. Moi, je me souviens évidemment de la chanson et de Lady Gaga, et des scènes où elle chante justement, ça oui. Je vais peut-être rajouter une précision parce que en fait, c'est le quatrième remake d'un film qui date initialement de 1937, si je lis bien. Genre d'histoire en fait que les Américains aiment beaucoup, en fait, sans doute pour ça. Même si dans tous les remakes, ma source est assez simple, mais donc je pense que tout le monde pourra retrouver la même chose. Il y a notamment un remake de Bollywood, donc voilà, ça ce qui est plutôt resté plus confidentiel pour nous en tout cas. Mais voilà, il y a notamment eu un remake avec Judy Garland et un autre avec Barbara Streisand. Et apparemment, c'était quand même inspiré voilà, d'un couple réel, parce que
la vie d'une certaine Barbara Stanwyck et de son mari Frank Fay. Genre oui, que je ne connais pas du tout. Surtout, comme je disais, le genre d'histoire que les Américains aiment beaucoup. Ah oui, et il faudra peut-être attendre encore une vingtaine d'années pour voir un nouveau remake avec qui ne sont pas encore nés. À voir. Oui, Et puis en parlant d'étoiles filantes, tu as pas exactement une étoile, quoique, oui, presque une étoile filante, donc là une star, une autre star, un autre genre de star, puisqu'ici on va plutôt parler de patinage artistique avec un film qui s'appelle I, Tonya, donc sur Tonya Harding. Est-ce que tu connais l'affaire Tonya Kerrigan, enfin Tonya Harding et Nancy Kerrigan, te dit quelque chose? je ne suis pas sûr, non. En fait, donc on remonte ici quelques semaines avant les Jeux Olympiques d'hiver de 1994. Et en fait, donc justement, un peu avant comme ça, Nancy Kerrigan, qui est une autre star du patinage artistique, en fait est agressée. Et donc vraiment au genou avec une barre de fer juste avant les JO. Et en fait, on va se rendre compte quelques semaines plus tard qu'une de ses grandes rivales, Tonya Harding, serait responsable puisque ce serait en fait son mari, son agent qui sont impliqués en fait dans cette agression. Et ben, le but évidemment c'était de tout faire qu'elle ne puisse pas concourir et que Tonya Harding remporte la médaille d'or. Alors Tonya Harding était une patineuse assez exceptionnelle. J'y étais parce que forcément elle n'est pas morte, hein, mais elle ne patine plus aujourd'hui. Et après cette affaire, ben, en fait elle a été exclue de sa fédération et n'a plus pu pratiquer. Et donc elle s'est tournée vers d'autres choses. Tonya Harding en fait était très connue aussi pour avoir été la première patineuse à avoir effectué un triple axel en compétition. Donc ça c'est quelque chose qui n'était encore jamais vu. Et donc certes une patineuse exceptionnelle, mais qui est en fait une histoire vraiment particulière. Et donc le film ici s'attache à retracer un peu, c'est un peu une sorte de biographie de Tonya Harding, mais d'une façon particulière à travers le biais d'un faux documentaire. Donc en fait, on retrouve dans le film comme ça les acteurs, puisque ce ne sont jamais les protagonistes réels de l'affaire qui sont là, qui font du face caméra et qui expliquent certaines choses, etc., comme si on les interrogeait. Et puis des parties plus classiques d'un film où on voit des scènes où elle est en train de patiner, elle a des altercations avec certaines personnes, etc. Et voilà. Donc le film est plutôt quand même marqué par ce parti pris comme ça de faux documentaires. Et on retrouve alors dans le rôle principal Margot Robbie. Le film est sorti en 2018, c'était réalisé par Craig Gillespie. Donc Margot Robbie, qui a aussi d'ailleurs été productrice du film. Mais alors surtout parce que moi, en fait, donc j'ai vu le film il y a quelques années. Je dois reconnaître que je ne me souviens pas spécialement de Margot Robbie, alors que c'est censé être le personnage principal. Je me souviens surtout de la mère, qui est interprétée par Allison Janney, qui a obtenu d'ailleurs, elle, plusieurs récompenses, alors que Margot Robbie n'en a pas eu, notamment meilleur second rôle aux Oscars, et qui est absolument, absolument horrible, en fait, parce que la mère de Tonya Harding, c'est ce qu'on découvre dans le film, a été violente avec elle. En fait, l'a forcée à faire comme ça du panache très très tôt et ne lui passait rien. Tonya Harding, en fait, on voit à travers le film, a dû vraiment se faire un chemin, se créer presque son propre chemin parce que elle était issue comme ça d'un milieu très défavorisé. On la regardait de haut parce qu'elle s'exprimait de manière vulgaire parfois. Voilà, se comportait mal avec certaines personnes et entrait dans un milieu parfois beaucoup plus policé où justement les femmes dans le patinage artistique, encore plus à ce moment-là, devaient être absolument gracieuses, pas un mot plus haut que l'autre, etc. Et comme ça, tout ce qu'on pouvait associer aux femmes qui avaient qui devaient être jolies aussi. Voilà. Absolument. Et malgré tout, c'était quelqu'un aussi en raison de tous ses entraînements, mais qui était malgré tout quand même quelqu'un de doué et puis qui connaît un destin comme ça, une fin un peu tragique. Et voilà, un peu le genre d'histoire aussi, un destin comme ça, voilà, une étoile qui a l'air de monter et puis qui finalement s'échoue presque de manière un peu lamentable, hein, finalement, quelque chose qu'on peut regretter. Voilà, donc ça permet aussi c'est une affaire quand même qui date maintenant qui a plus de 30 ans, de se rappeler quelque chose qui a quand même marqué l'histoire du patinage artistique aux États-Unis. Alors, je voulais aussi en parler parce que de manière plus anecdotique, une chanson de Sufjan Stevens, donc qui est un artiste américain, j'allais dire indépendant parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un d'assez éloigné de tous les grands studios de musique ou des choses comme ça. Donc, auteur, compositeur et interprète. On le connaît surtout depuis qu'il a réalisé la chanson du film Call Me By Your Name, qui s'appelle Mystery of Love. Très très jolie chanson. Donc ça date de 2017-2018. Et donc il a aussi composé une autre chanson qui s'appelle Tonya Harding, justement. Il y a deux versions. Moi, je recommande surtout la version en E majeur, qui est juste au piano, très très douce, très très calme, et qui est un peu à l'image du film, je dirais, cherche à comprendre Tonya Harding sans juger.
malgré ce qu'elle a pu faire comme ça, en voulant enfin pas par elle-même, mais donc faire agresser, faire en sorte que son adversaire ne soit pas en état de concourir. Et la chanson comme ça est très très délicate. Sufjan Stevens avait proposé voilà, la production du film qu'il n'a finalement pas retenu, mais je t'invite, hein, j'invite nos auditeurs, s'ils ne la connaissent pas, à découvrir cette chanson qui, je trouve, a quelque chose de très très délicat et voilà, qui mérite d'être écoutée. D'accord, je rajouterai la référence dans les remarques ou la description. Mais alors, une question, tu parlais de la mère de Tony Harding. Oui. Tu as dit qu'elle s'accapare. Est-ce qu'elle s'accapare les revenus ou j'ai peut-être Oh, raté un truc là-dessus? ça, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, très très agressive et qui ne lui pardonne rien. Et alors, bon, un peu comme si elle était son agent, mais tu vois, elle fume comme un pompier aussi. Enfin, vraiment, Tony Harlin n'a vraiment pas vécu une enfance heureuse de ce point de vue-là, quoi. Ça, c'est clair. D'accord. Est-ce qu'alors c'est un petit peu l'image ou le stéréotype du parent qui va pousser son enfant à l'excès? Oui, Oui. il y a un peu de ça, effectivement, mais je trouve pas que le film tombe dans des clichés ou quoi que ce soit, surtout que ça inspire quand même d'une histoire réelle. Je pense que le réalisateur, le scénariste a rencontré Tony Harding, a rencontré la mère, a essayé vraiment de coller au plus proche de la réalité, notamment à travers ce biais de faux documentaires, hein, parce que l'approche choisie, ben, tu es un peu obligé finalement voilà, d'être le plus réaliste, le plus, voilà, fidèle à la réalité possible. Et je trouve que le film, on ne peut pas dire que l'histoire soit romancée, en tout cas. Pas du tout. Voilà. Le but, franchement, c'était d'écrire un peu cette histoire tragique, quoi. D'accord. Ok. Mais alors, ouais, pour rester sur le thème de la gloire, de la naissance ou de la chute d'une star, même de la renaissance, j'avais envie de discuter du film F1 de Joseph Kosinski. C'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est peut-être Oui, même encore à l'écran dans encore certaines un film salles. très, très récent, tout à fait. Donc, j'essaie de m'améliorer un petit peu, de parler de choses récentes. Et alors, F1, comme on l'imagine, c'est un drame sportif réalisé donc par Joseph Kosinski, que l'on connaît peut-être grâce à des films comme Oblivion et aussi la deuxième partie de Top Gun, Maverick, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on retrouve dans ce film au casting Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, qu'on connaît peut-être via Better Call Saul ou Banshees of Inisherin. Je pense que c'était la sœur d'un des deux protagonistes. Et donc, on découvre aussi par la même occasion un acteur que je ne connaissais pas, Damson Idris. Et l'histoire va surtout tourner autour de la relation entre Brad Pitt et Damson Idris. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment décrire un film sur la F1 comme faisant partie du champ, du thème des étoiles? Donc, ça va être assez facile à expliquer parce qu'on va découvrir Sonny Hayes sur l'événement des 24 heures de Daytona. Donc, c'est un petit peu l'équivalent des 24 heures du Mans. C'est donc une course d'endurance. Sonny, interprété par Brad Pitt, c'est un pilote de course. Il est plutôt du style baroudeur. Il donne l'impression d'être une ancienne gloire, mais qui dit ancienne gloire dit en fait ancienne star et donc étoile. Donc ça, c'était plutôt assez facile à placer. Et ce pilote qui est clairement talentueux, et qui va permettre à son équipe de remonter au classement des 24 heures. Donc, c'est pas vraiment un spoiler parce qu'on l'apprend dans les 5 premières minutes. On va rapidement découvrir qu'il a un passé qui est un mélange de gloire et de peine. Donc, il va avoir la visite d'un ancien ami et collègue qui lui rend visite, qui va prendre contact avec lui et qui va tenter de le persuader de tenter un nouveau défi. Cet ami est joué par Javier Bardem. Ce nouveau défi, c'est de courir sous les couleurs d'une équipe de Formule 1. Il faut bien imaginer c'est joué par Brad Pitt, c'est quelqu'un qui est déjà maintenant à la limite de la soixantaine, donc il ne le cache pas. On voit c'est quelqu'un qui est encore en forme, assez fit, plein d'énergie, mais qui a l'âge qu'il a. Donc, ça se voit sur lui. Et donc l'imaginer avec, entre guillemets, des gamins qui ont plus ou moins la vingtaine, ou peut-être au maximum 30 ans, c'est déjà assez surprenant, mais c'est un défi qu'il va accepter de prendre et de tenter. Et donc son challenge ici, c'est de pouvoir être compétitif dans un sport automobile, mais à l'opposé de ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, c'est avec des demandes physiques très différentes. Mais évidemment, tout ça, c'est sans compter sur l'expérience de Sonny, qui se révèle en fait être un ancien pilote de Formule 1, ayant survécu à un grave accident au tout début de sa carrière, alors que lui-même était très prometteur et qui a par la suite décidé d'abandonner les paddocks des bolides de Formule 1. Donc, toute l'histoire va tourner autour de Sonny de manière générale. Comme je disais, il est très baroudeur. Il a aussi un peu ce côté
vieux briscard. Donc, on va le voir dans pas mal de courses. Il va utiliser peut-être des tactiques un peu sales. Où il va jouer vraiment à la limite des règles pour essayer d'avancer son équipe et de faire en sorte que son équipe gagne enfin quelques points, parce que c'est une équipe qui galère pas mal. Et tout cela va se faire avec son jeune coéquipier, qui est plutôt prometteur, mais qui manque pas mal peut-être de concentration et qui n'a pas vraiment encore l'envie de la gagne, si on peut dire. Donc, ce sera une grosse opposition de style, avec des tempéraments différents. Les approches du métier de pilote de F1 sont très différentes aussi entre ces deux stars. Donc, la star plus jeune va peut-être un peu trop se concentrer sur le branding, le marketing, être présent sur les réseaux sociaux, plaire un peu à tout le monde. Tandis que Sonny lui-même, c'est ce qu'il faut pour gagner. Il s'entraîne un peu à la vieille école. Il aime discuter vraiment des différents composants de la voiture avec le directeur technique de l'équipe, etc. Ce que je pourrais peut-être regretter, c'est, en parlant du directeur technique, qui en fait ici est une directrice technique, c'est cette histoire un peu à l'eau de rose entre cette directrice et Sonny. Dès qu'il arrive dans les paddocks au tout début de l'histoire, on voit certains regards, on va voir certaines interactions qui sont déjà de grands signes qu'il va se passer quelque chose assez rapidement. Et pour être honnête, ces interactions n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Donc, on regrette peut-être un peu le fait d'avoir créé un personnage directrice technique d'équipe de Formule 1 qui est super, qui travaille très bien et qui est super compétente dans son job et qui, à l'arrivée du premier macho, tombe amoureuse et voit cette partie de l'histoire prendre de la place dans le film. Donc ça, c'est peut-être un côté à regretter. Le film en soi, pour être honnête, c'est aussi un film qui a un côté feel good. Donc ça se termine assez bien, c'est plutôt sympa, mais on peut quand même apprendre pas mal de choses au niveau du monde de la Formule 1. Donc on voit un petit peu l'envers du décor. On reste peut-être un peu sur sa fin si on est vraiment cinéphile. Il y a quelques raccourcis et puis le côté un peu excessif de l'histoire d'amour aussi entre ces personnages. Est-ce que tu dirais que c'est un film réaliste? Enfin, est-ce que ça permet de bien appréhender la F1? Est-ce que tu penses que ouais, c'est comme ça que ça se passe? J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie où on comprend un petit peu mieux les différents usages des pneus. Au bon moment, quand est-ce qu'il faut retourner au paddock. Donc il y a un peu toute une philosophie, une stratégie de course. On voit l'envers du décor où il va y avoir une planification de, par exemple, faire 10 tours sur des pneus durs, puis passer à des pneus plus tendres, avec une gestion. Donc ça, c'est à discuter aussi dans la stratégie de course au départ. Les interactions pendant la course avec l'équipe qui reste au paddock. Donc ça, on voit aussi un petit peu les niveaux de tension. Et puis les intérêts qui gravitent au-dessus. Donc avec une équipe qui ne fonctionne pas très bien, mais on se rend compte que si on parvient à avoir quelques points, on va pouvoir essayer de la revendre à d'autres repreneurs. L'importance d'avoir des éléments qui sont développés et construits en interne. Donc, il est interdit, par exemple, d'outsourcer ou d'acheter des parts en externe pour les utiliser sur la voiture. Ça va être un cas dans l'histoire où l'équipe est presque disqualifiée à cause d'un cas similaire. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Je ne m'y connais pas assez pour pour juger, mais j'aurais tendance à dire que oui. Il y a une volonté, en tout cas, de ne pas juste écrire une histoire connexe à la F1, non, le film veut vraiment montrer ce que c'est que la F1, ce qu'est la F1 en fait. J'ai l'impression qu'il y a un côté plutôt réaliste, oui. Ouais, d'accord. On dépasse simplement l'histoire. On rentre un tout petit peu dans les détails techniques, pas trop non plus, mais ça reste... bon, il est possible d'y apprendre quelques petites choses. On aurait pu enlever l'histoire d'amour et mettre un peu plus de détails techniques pour un peu mieux comprendre la différence entre les différents types de pneus et l'endurance et tout ce qui est vitesse, friction, etc. Ça, il faudra peut-être repasser avec un remake dans quelques années. Très bien, très bien. Alors, pour un peu changer, je vais parler d'une chanson, parce que donc, on parle surtout ici de littérature, de cinéma, parfois de séries. Ici, en fait, moi, quand le thème étoile a été suggéré, j'ai tout de suite pensé à une chanson qui s'appelle Les Étoiles Filantes, d'un groupe québécois qui s'appelle Les Cowboys Fringants. Alors, pas un groupe extrêmement connu chez nous, par contre, ils ont vraiment un gros succès au Québec. Alors, c'est un groupe plutôt folk rock, parfois un petit peu country. Je dois reconnaître que je ne les connais pas extrêmement bien non plus. C'est surtout cette chanson-là qui est marquante. Je vais expliquer pourquoi. Alors, ils sont aussi engagés en faveur de l'environnement et de l'indépendance du Québec. Donc voilà, c'est un groupe qui, au Québec en tout cas, est vraiment très important. Ils ont remporté aussi d'ailleurs plusieurs récompenses ou des choses comme ça. Alors, le groupe est
peut-être a été, on va dire, pas revenu à l'avant-scène, mais en tout cas, on a un peu parlé chez nous en 2023, en fait, à la mort du chanteur, parce que donc en novembre 2023, Karl Tremblay est mort et je pense qu'il avait un cancer ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça c'est une mort qui a vraiment marqué au Québec. Et en fait, moi, j'ai presque redécouvert la chanson à ce moment-là. La chanson Les Étoiles filantes, elle est sortie en 2004. Et voilà, donc je vais essayer un peu, en tout cas, en parler sans l'écouter ici. Mais donc, je vous invite vraiment à revenir parce que c'est, à mon sens, une des plus belles chansons de langue française. Alors, peut-être d'abord parler un peu de l'instrumentation. Donc, je ne suis pas du tout un grand spécialiste. Donc, certes, il y a un fond de guitare, un tout petit peu de violon très discret. Mais ce qui est vraiment marquant dans la chanson, c'est la ligne d'accordéon qu'on retrouve d'abord en tout début de chanson, avant que le chanteur ne commence, et aussi à la fin de chaque refrain. Le reste du temps, on l'entend parfois de manière beaucoup plus discrète, mais ça donne en fait une teinte mélancolique qui sert vraiment la chanson et le texte. Alors, je voulais aussi parler de la manière dont, je répète, je ne connais pas très bien les Cowboys Fringants, franchise, mais en tout cas, ici, le chanteur, Karl Tremblay, je ne sais pas si c'est sa manière habituelle de faire, mais en tout cas, est plutôt sobre, il n'y a pas d'emphase dans le chant, et de nouveau, c'est voulu et ça sert le texte, quoi, comme s'il nous racontait une histoire. Alors, il y a 3 parties dans la chanson, 3 couplets, 3 refrains, et ce refrain d'ailleurs qui n'est pas rigoureusement identique, qui reflète finalement une certaine évolution dans l'histoire aussi. Alors ça commence par « Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie », juste comme ça, tranquillement, dans un bar, rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire, de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Alors dans ce premier couplet, je ne vais pas te le lire en entier évidemment, donc il est question de la nostalgie de la jeunesse, le narrateur qui évoque une période d'insouciance où il croyait que tout était possible, un peu une vision idéalisée de la jeunesse finalement. Et puis arrive le premier refrain, mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester, de la petite école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Et avec cette image de l'étoile filante, incarnant une lueur, mais déjà menacée aussi par sa nature très très éphémère. Dans le deuxième couplet, le narrateur il constate que bien souvent, on choisit pas, mais on subit. C'est la prise de conscience avec l'âge qui arrive, oui, la trentaine, le quotidien qu'il rattrape, le travail, les responsabilités et les rêves qu'on pouvait avoir qui s'éloignent, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Sans en rendre compte, finalement, les années passent et avec les occasions de vivre intensément, avec malgré tout, de nouveau, je vais reprendre le texte, une lueur d'espoir et espérer être heureux un peu avant de mourir. De nouveau, le refrain revient, comme je disais, il évolue, mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, vraiment à la toute fin de ce deuxième couplet, donc espérer être heureux un peu avant de mourir, petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir qui va vraiment être réactivée complètement dans le troisième couplet. Alors, même s'il commence de la même manière, il s'arrête pour parler un peu de sa vie, mais il s'adresse désormais, le narrateur, à celle qu'on imagine être sa compagne, c'est pas complètement précisé dans la chanson. Il lui explique qu'il se sent bien avec elle, qu'il n'a plus besoin de s'en faire. Et alors qu'on pensait que la chanson garderait uniquement ce caractère très personnel, mais non. En fait, elle reprend un caractère bien plus universel, beaucoup plus collectif, malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent. Et puis un peu plus loin, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent. Et puis au dernier refrain, là, on bascule presque dans presque une déclaration d'amour finalement, mais à l'image de la chanson, une déclaration tout en douceur, sans effusion. Ça fait que si ce soir, tu as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout ne dure rien qu'un temps, j'aimerais que tu sois pour un moment mon étoile filante. C'est une forme de lucidité pour le narrateur, donc la vie est courte et éclairée de moments parfois lumineux, mais fugaces le plus souvent. Donc il faut tâcher de les saisir, d'en profiter un maximum. Et donc si on veut essayer un peu de résumer la chanson, c'est comme un voyage en fait. D'abord la jeunesse, ses illusions, puis la vie adulte et ses désillusions, et puis enfin une forme de sagesse résignée, oui, mais lumineuse, comme une étoile filante, dans un texte très poétique comme ça, mais sans envolée lyrique. Il raconte vraiment sa petite histoire simplement. Et c'est ça qui touche, je trouve, très fort dans la chanson, c'est une simplicité très touchante, avec de la mélancolie bien sûr, parce que c'est un peu ce thème, et je parlais, comme je disais, de l'accordéon qui revient, qui apporte cette mélancolie, mais surtout je pense qu'il faut retenir, c'est avec espoir et tendresse. Très bien, je ne connaissais pas du tout. Comment l'as-tu découvert? Moi je connaissais un peu la chanson déjà avant. Comment est-ce que je connaissais? En fait, je dis, je pense que c'était plutôt connu chez nous par des gens qui aimaient la musique un peu hors circuit,
un peu alternatif comme ça. Je ne sais pas comment j'étais tombé là-dessus. Je pense qu'ils ont 2 ou 3 autres chansons qui sont un peu connues chez nous, mais ça va pas au-delà, quoi. C'est surtout celle-ci. Et c'est vrai que moi, quand on parle d'étoiles, je pense tout de suite à ça, en fait. D'accord. Parce que oui, si c'est sorti en 2004, Oui. est-ce que tu te souviens l'avoir entendu à la radio Non, ou pas à ce c'était via moment-là. Non, quelqu'un? non, non, D'accord. non, non, non. J'ai dû découvrir ça sur les réseaux sociaux, quelque chose. Et des années après sa sortie, de toute façon, ça c'est clair. D'accord. Ben, je rajouterai aussi un lien alors peut-être. En fait, j'ai l'impression qu'on va passer pas mal de temps sur YouTube parce qu'il y a on parlait d'une chanson juste avant, puis il y aura celle-ci, donc Ouais, mais je pense que ouais. voilà, aujourd'hui, il y aura plus d'autres chansons. D'accord. Et toi, de quoi tu nous parlais maintenant? Alors, je souhaiterais parler de Cosmos maintenant, de Witold Gombrowicz, qui est un auteur polonais. Donc, Cosmos, les étoiles, ça va très bien On voit le ensemble, lien. j'imagine. On voit le lien. Oui, j'espère qu'on le voit, comme une étoile dans la nuit, sans pollution lumineuse. Et alors, on va en fait suivre ici 2 étudiants, Witold et Fuchs, qui se trouvent à Zakopane, qui est donc une ville assez connue dans la chaîne de montagnes polonaise, donc au sud du pays, lors d'un été. Et ils sont à la recherche d'une maison d'hôtes pour y passer quelques nuitées. Lors d'une balade à l'arrière de certaines villas sur un petit chemin qui est en fait entre la nature et ces habitations, ils vont tomber sur une scène qui va vraiment les choquer. Ils trouvent un moineau pendu par un fil au bout d'une branche. Ces 2 hommes vont observer la scène et se demander s'ils doivent agir. Puis ils décident au final de passer leur chemin et d'aller s'enregistrer, de vraiment rentrer dans le gîte qu'ils ont choisi. Mais ils vont s'installer dans une chambre et commencer à vivre un petit peu en communauté. Donc on imagine c'est entre une maison d'hôte et une auberge. Donc ils vivent avec les propriétaires de l'habitation. Les chambres sont divisées entre les différents habitants. Et donc cette petite communauté va vivre ensemble lors des repas. Ça va discuter de différents thèmes, parfois très clair, parfois un peu plus abstrait. Pendant le reste de cette histoire, l'histoire du moineau en lui-même persiste. Donc, elle reste dans la mémoire du personnage principal, de Witold, et ces 2 amis vont commencer à voir pas mal de signes qui les ramènent à chaque fois vers ce moineau. Donc, il y a par exemple ce qu'ils imaginent être une flèche qui est pointée vers le jardin. Ils voient cette flèche dans leur chambre qui est accrochée au plafond, qui suggère une direction vers le jardin. Ils vont décider de quitter la chambre, de marcher à travers le jardin pour en fait retomber sur l'arbre et sur le moineau. Dans la salle à manger, pendant les repas qui parfois s'éternisent, ils rêvassent et puis ils trouvent une autre indication similaire qui semble indiquer une direction vers le jardin, vers le moineau. Et c'est donc un roman assez spécifique, ce roman Cosmos. Et il est assez particulier parce que le mot cosmos en lui-même n'est jamais cité lors de toute l'histoire. Et ils ne sont, en fait, mais il semble être le thème principal de l'histoire parce qu'on va trouver un monde qui est en désordre. Il va y avoir des dialogues qui sont très répétitifs, qui tournent presque à la folie. De temps à autre, c'est vraiment un style que l'auteur apporte. C'est un chaos continuel qui est un peu comme en expansion, mais dans lequel ces 2 jeunes hommes vont essayer de donner un sens, une certaine logique. Donc, il y a toute une histoire d'obsession. Donc, il y a une obsession par rapport à une des jeunes filles qui habite dans cette maison, à un chat qu'un des 2 va un petit peu maltraiter, en fait même tuer au final, et tout les ramène à chaque fois à penser à cet oiseau. Donc, ce désordre et ce chaos va à chaque fois les pousser à reconsidérer, mais de quoi s'agit-il? Qui a pu faire ça à cet oiseau? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour notre sécurité? Donc, il y a une sorte de réflexion un petit peu là-dessus. On essaie de donner donc un sens et une certaine logique à des événements qui sont assez disparates. Et donc, cette œuvre, elle tombe assez rapidement dans l'absurde. Il faut aimer. Ça m'a un petit peu, j'en ai parfois un peu eu assez après certaines pages. Il y a beaucoup de répétitions assez folles qui sont parfois bêtes ou irritantes, qui peuvent donner le tournis et qui donnent aussi l'envie de passer quelques pages quand on voit ces répétitions, peut-être une formule stylistique, mais c'est de manière générale peut-être une expérience littéraire qu'est ce livre, qui est peut-être difficile à recommander, mais ça reste une expérience et c'est ce que nous apporte parfois la littérature. Et tu connaissais cet auteur? Parce que moi, pas du tout. Je le connaissais, j'ai eu l'occasion de lire Freddy Kirk et la pornographie. Donc c'est un auteur qui aurait influencé au niveau de l'absurde pas mal d'auteurs en France qui n'a pas forcément percé tant que ça, qui a vécu une partie de sa vie en France aussi, je crois qu'il a d'ailleurs terminé sa vie de ce côté-là, qui est moins connu évidemment que si on parle peut-être de l'absurde
de Camus, de certaines œuvres peut-être de Sartre, mais qui les auraient influencés d'après certaines préfaces que j'ai eu l'occasion de lire. Ok. C'est un des auteurs plus ou moins contemporains les plus connus. Mhm. Est-ce que ça t'a donné envie, Thibaut? Ouais, j'ai l'impression, il y a, de ce que tu m'expliques, est-ce qu'il y a un certain, je peux dire pas attentisme, mais en tout cas des longs moments de réflexion où il ne se passe pas grand-chose? Est-ce que c'est une bonne interprétation? Je dirais que c'est le cas parce qu'il arrive à plusieurs moments que un des deux hommes se réveille et regarde le plafond et puis commence à divaguer pas mal de Ouais. temps, à essayer de faire du sens de certaines choses, de relier ces Ouais, événements entre eux. ce sera plutôt de nature à m'attirer, pour être Ah d'accord, honnête. C'est peut-être d'accord. un peu bizarre, mais côté un peu contemplatif comme ça en littérature, je trouve que parfois c'est plutôt pas mal. Donc, oui, c'est assez long à lire. 200 pages, Ah ouais, donc non, 250, non, ouais. c'est assez rapide. Non, c'est intéressant, Donc, tu m'en diras des nouvelles si tu as l'occasion de le lire. ça marche. Alors, moi, ici, en termes d'étoiles, on va passer sur les étoiles du drapeau européen avec une série qui s'appelle Parlement. Alors, il y a 4 saisons de 10 épisodes chacune. Et c'est une série de France Télévisions, série française, quoique je pense qu'il y a de l'argent qui vient aussi de production d'autres pays, et en tout cas profondément européenne, comme on va le voir dans quelques instants, parce qu'ici, ouais, donc Parlement, c'est bien, il s'agit bien du Parlement européen. La série est sortie, a commencé la saison 1 en tout cas en 2020, donc il y a 4 saisons comme je disais. Et on est dans des épisodes de 26 minutes, hein, donc ils sont assez courts et avec je dirais un style assez dynamique, hein, comme il s'y est bien à ce genre de série, presque pas sitcom, parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, voilà, ça, c'est plutôt dynamique. Alors, donc on suit en fait un jeune homme, Samy, qui est interprété par Xavier Lacaille, qui est un acteur que je ne connaissais pas. Je pense que c'est entre guillemets son premier grand rôle. En fait, il arrive à Bruxelles au moment où le Brexit, le vote pour le Brexit a eu lieu, et assistant parlementaire, et il cherche absolument un député pour pouvoir recommencer son métier. Et alors, il est très très naïf. En fait, il débarque là en se disant ouais, ça va aller, mais il ne connaît rien en fait aux affaires européennes, surtout à comment fonctionne le Parlement. Et alors, finalement, il arrive à se trouver un député français, Michel Specklin, qui est de tendance centriste. Et alors, qui est interprété par Philippe Duquesne, qui est un acteur comme ça. À mon avis, le nom ne te dira pas grand-chose. En fait, quand on voit sa tête, je veux dire que c'est un abonné au second rôle, mais en fait, on se dit, ah oui, ça c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans quelques films, mais sans parvenir sans doute à se dire, ah tiens, où est-ce que c'était exactement. Bref, et or, ce député français se laisse bien vivre, on va dire, hein. Il ne fait pas grand-chose, et donc c'est plutôt le jeune assistant parlementaire qui essaye de un peu le dynamiser, faire bouger les choses, et presque par hasard, en fait, il se retrouve à devoir défendre un amendement sur le finning, le shark finning. Donc, c'est-à-dire, c'est une pratique où mais comme les ailerons des requins sont quelque chose de très apprécié dans certains pays, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On pêche les requins, on leur coupe les ailerons et puis on les relâche dans la mer. Donc, ce qui est quand même assez barbare comme pratique, et le but évidemment c'est d'interdire ça dans tous les pays de l'Union européenne. Évidemment, comme c'est l'Europe, rien n'est facile et il faut se heurter évidemment à des pays qui sont tout à fait en faveur, d'autres qui pratiquent ce genre de pêche et donc sont opposés, et puis toute une série d'autres qui sont prêts à soutenir mais en échange éventuellement d'autres choses. Donc la série avec humour nous permet en fait de plonger dans les arcanes du Parlement et de voir comment les choses se passent. Donc tu as un côté didactique qui est super intéressant parce que même si on s'intéresse à la politique européenne, on n'imagine pas tous les ressorts et toute la législation, en fait, tous les processus démocratiques qui sont très très bien précis et qu'il faut suivre, avec toute une série de personnes à consulter, de qui obtenir les accords, des conseils politiques qu'il faut absolument voir. Sinon, si on passe devant eux, même s'ils sont de même tendance politique que vous, ils pourraient ne pas vous soutenir, tout simplement. Donc ça, c'est très très réussi à ce niveau-là. Alors c'est avec humour parce qu'on a aussi des personnages qui sont très très, pas caricaturaux, mais en tout cas, qui sont très marqués et qui se côtoient et qui nous parfois ne s'entendent pas ou sont obligés de s'allier. Et alors, comme évidemment on est au Parlement européen, on a différentes nationalités. Donc ici, je parlais du jeune assistant parlementaire qui est très maladroit et qui ne sait pas trop où il se trouve et qui pond un peu les deux pieds dedans comme ça, sans trop savoir où il va. Mais alors, on a aussi des acteurs allemands et anglais. Anglais, en fait, comme on a le Brexit va avoir lieu, c'est le dernier instant en fait de ces députés européens. Et on a notamment une assistante parlementaire anglaise qui ne pense un peu qu'à elle et qui
que Samy doit parfois côtoyer. Et sa députée anglaise est tout à fait fantasque et vit presque dans un autre monde. On a aussi un Allemand qui se demande un peu ce qu'il fait au Parlement et qui a toujours des idées très très bizarres. On a, alors je sais plus si c'est assistante ou en tout cas conseillère politique qui essaye de manipuler notre jeune Samy et de qui il finit par avoir peur. Et voilà, donc toutes ces galeries de personnages évoluent avec humour et c'est assez réjouissant. La série a obtenu de bonnes critiques parce que précisément elle décrit les arcanes du Parlement européen, mais voilà, sans être dans le documentaire et comme je le disais et je le répète parce que c'est vraiment important avec beaucoup d'humour. Est-ce que tu dirais que ça dépeint peut-être le Parlement d'une mauvaise manière, étant donné qu'il y a Non, je pense pas. certains Je éléments pense qui pas. semblent désintéressés et d'autres qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne se défendent pas Je pense qui ne que défendent pas la oui, population? mais en fait, on a aussi un autre personnage qui est Imon et qui est, attends, je recherche un peu exactement qui a l'air d'un méchant surveillant et qui joue un peu le rôle de mentor de Samy, ce jeune assistant parlementaire et je pense qu'il est fonctionnaire lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît les règles et en fait, ça permet de voir que s'il y a des règles démocratiques, des règles qui existent, eh ben, c'est précisément pour la démocratie et voilà que on peut évidemment, ce qu'on voit en travers en tout cas, je pense la série, c'est que la lenteur démocratique est certainement critiquable. Ça permet de comprendre pourquoi les choses sont très lentes parfois au niveau européen, mais ça permet aussi de comprendre quand même les enjeux. Alors ici, c'est certes sur peut-être un dossier considéré comme mineur, hein, ce Finning. Donc ici, je parlais surtout de la saison 1, mais dans les saisons suivantes, on voit aussi l'impact de la commission, comment est-ce que la commission intervient dans les dossiers et comment parfois on doit à la fois réunir le Parlement, la commission, des représentants du Parlement, de la Commission et du Conseil, puisque ces trois-là doivent s'entendre. En général, on le voit dans l'actualité, le Parlement pousse souvent pour plus d'intégration européenne et le Conseil freine. Hein, ça, c'est quelque chose. Ça permet de voir sur des dossiers spécifiques et un peu fictifs peut-être, mais en tout cas qui ont l'air réalistes, de voir comment ça se passe en fait. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est pas du tout contre l'Europe, pas du tout. C'est plutôt bien comprendre les choses, mais avec humour. D'accord, ok. Et puis, j'ai jeté un coup d'œil sur le nom de Philippe Duquesne. Je trouve il a vraiment cet air de bon vivant et il pourrait Oui. peut-être même jouer Michel Dardenne. Il y a un air un peu bonhomme ou de bon vivant, je dirais. Bonhomme, oui, ça c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. ça. Une certaine bonhomie, Oui, oui. c'est ça à Après, dire? on voit que son rôle va évoluer aussi. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que dans la saison suivante, il ne va pas rester spécialement un simple député presque anonyme. Voilà, on verra que ce député, est amené à prendre d'autres fonctions. D'accord, ok. Et alors, pour la prochaine œuvre, j'ai eu l'occasion de lire aussi Cosmopolis de Don DeLillo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais quand on parle de Don DeLillo, pour moi, c'est chaque fois la garantie d'un livre troublant. Donc, de par ses thèmes, peut-être, parfois de par sa syntaxe et son style, il parvient soit à me subjuguer, soit à me perdre. Et dans ce livre, Cosmopolis, c'est un peu un mélange. Donc, on va découvrir la vie d'Eric Packer, qui est un homme de 28 ans. Il est multimilliardaire. Tout lui sourit, mais lui, il ne sourit pas ou même très peu. Il vient en fait de parier gros sur le yen, donc il joue sur les différentes monnaies et il espère le voir se cracher pour que lui-même puisse faire des millions ou même des milliards de plus. Il passe la plupart de son temps tout en haut dans sa tour de verre, donc il contemple le monde avec un certain dédain, un certain mépris, mais tout d'un coup lui vient l'envie de sortir, et c'est une sortie même très peu littérale, parce qu'il va monter dans une limousine blindée, truffée de gadgets et d'écrans, qui va lui permettre de suivre et de continuer à faire son business. Pendant cette sortie, il aura une envie soudaine, un certain besoin même pressant, celui de se faire couper les cheveux. Donc, on apporte ici un côté un peu atypique et aux extrêmes, on parle de quelqu'un qui joue des milliards en bourse et qui de l'autre côté a une envie soudaine, presque même un caprice de star, d'aller se faire couper les cheveux un peu plus loin dans Manhattan. Toute cette histoire va se faire sur fond de tensions sociales et économiques. La limousine se déplace très lentement à travers les rues de New York. Le trafic est dense, on est bloqué dans les embouteillages et il y a même certaines rues qui vont être bloquées pour laisser passer le convoi du président américain. Mais on ressent par contre cette tension permanente. On ressent qu'il y a un risque peut-être de révolte ou un risque terroriste envers le président ou serait-ce peut-être même envers Eric lui-même. Et
Eric va vivre l'entièreté du récit dans une bulle, donc il est au chaud et en sûreté dans sa limousine qui est blindée. Il va faire plusieurs rencontres, des rencontres amoureuses, il va gérer son entreprise, suivre le cours de bourse, gérer une sorte de menace informatique qui vise son business. Tout cela au sein de sa limousine et il reste très serein malgré les événements. Il est même presque stoïque et indifférent à tout ce qui se passe. Ses seules sorties seront pour visiter le coiffeur ou pour enquêter sur une sorte de pressentiment qui le dérange, une sorte quelque chose qui gratte et qui va le faire sortir de sa bulle protectrice à tort ou à raison. Donc il faudra lire pour comprendre un peu plus. Donc, ça c'est pour Cosmopolis de Don DeLillo. Et le choix pour moi, est-ce qu'on retombe peut-être dans le monde des étoiles, donc Cosmopolis, je pense à Cosmos, peut-être assez facilement. Et puis au fait de parler de star de la finance, je n'ai pas voulu parler de maestro de la finance parce que je laisse ce titre à quelqu'un d'autre, si vous avez la référence. Et c'est donc une œuvre assez troublante de manière générale pour Don DeLillo qui est, de mon point de vue, c'est soit, comme on dirait, c'est hit or miss, donc soit ça marche un peu moins bien. Celle-ci, je suis assez partagé sur l'histoire. Ah oui, pourquoi? Parce que de par la syntaxe et le style, il y a une sorte de réflexion qui est parfois un petit peu pleine de mépris et j'étais parfois un petit peu perdu dans le récit. Où veut-il en venir exactement? Le personnage principal ressasse beaucoup de choses, beaucoup de pensées. Il passe un peu du coq à l'âne sur ses réflexions. Je trouvais que c'était parfois un peu décousu. D'accord. Tu savais qu'il y avait un film qui est sorti? J'en ai entendu parler, je ne Ouais, l'ai pas vu. j'ai pas vu non plus, hein, mais c'est de David Cronenberg avec Robert Pattinson, voilà. Ah oui, justement. Je pense avoir lu quelque chose là-dessus, mais je n'ai pas vu le film du tout. Ok. Moi j'aime bien, enfin moi je pense que Don DeLillo, j'en ai lu qu'un et c'était L'homme qui tombe. Je sais plus si Oui, j'en avais déjà parlé dans ce podcast, mais c'est le cas il y a très longtemps. Ça le tout devait être premier un des podcast. premiers, voilà. Ouais, le tout premier, ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé et étrangement, je n'ai jamais rien relu de lui. Et Cosmopolis est pourtant sur une pile pas très très loin, donc voilà, c'est peut-être l'occasion de le reprendre, enfin. J'avais préféré pour DeLillo Libra, que j'avais trouvé très intéressante, Ok, sur l'histoire de Oswald, le tueur ou tueur présumé, de Kennedy. JFK. Ouais. Ok, Une histoire très assez bien. intéressante où c'est entre est-ce que la part de fiction et de réel est difficile à dire. Je dirais qu'elle vaudrait peut-être un peu plus le coup que Cosmopolis. D'accord, ça va, c'est noté. Alors moi, pour terminer avec ces étoiles, ben ici, il va être question de l'étoile juive pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un livre de Patrick Modiano, donc je vous ai déjà beaucoup parlé de Patrick Modiano, qui s'appelle ici Dora Bruder, et alors qui est peut-être un peu quand même différent de ce qu'il a pu écrire, je vais expliquer en quoi, mais en tout cas, c'est considéré comme un de ses romans majeurs, hein. Donc c'est sorti en 1997, et c'est vrai que quand on cite les principaux livres de Modiano, et même quand on regarde pourquoi il a obtenu le Nobel en 2014, mais dans la justification du comité, en fait, on sent qu'il y a Dora Bruder derrière cette justification, en fait. Donc c'est un texte à la fois étrangement biographique et autobiographique, puisque l'auteur se met en scène, mais en tout cas, on suit le cheminement de l'auteur. Donc en fait, quand il est question de je, donc le narrateur, c'est vraiment Patrick Modiano dans le livre. Alors c'est une enquête, hein, comme en cela c'est du Modiano parce que c'est toujours retrouver la trace d'une personne disparue, mais sauf qu'ici ça se base sur des faits réels. Puisqu'en fait Modiano était tombé sur voilà, un ancien avis de recherche en fait où voilà, il était question on recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, village ovale, yeux gris marron, etc., etc. Si vous avez des nouvelles, voilà, ben, adressez-vous à Monsieur et Madame Ruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Et or, Modiano en fait explique que c'est quelque chose qu'il a obsédé en fait. C'est quelque chose qu'il avait découvert fin des années 80. Et à la suite de ça, il avait écrit un roman qui s'appelle Voyage de noces, qui est un peu inspiré de l'histoire. Pas du tout, on retrouve pas une histoire de jeune fille juive, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'était vraiment un roman et voilà, il y a quand même de fameuses différences. Mais l'histoire avait continué à le hanter, puisque cette fille avait disparu fin 1941 et il s'est toujours demandé en fait ce qu'elle était devenue. Et donc voilà, il va entreprendre des recherches et on suit les recherches de l'auteur. On voit en fait que cette jeune fille en fait vivait dans une sorte d'internat qu'il a pendant un temps protégé de rafles ou des choses comme ça, mais qu'elle a fugué un jour de cet internat, puis retrouvée par la police, etc. Donc il essaie vraiment de comprendre un peu ses motivations, de se mettre à la place de cette
jeune fille. Et en fait, bon, ça se finit pas forcément pas très très bien. Je révèle pas grand-chose en disant cela. Et ce qui est un peu marquant aussi, c'est que Modiano, il s'identifie à cette fille. Parce que lui-même, en fait, quand il était très jeune, il était un peu... déjà, son père était juif. Bon, il a réussi à réchapper parce qu'il vivait de magouilles, etc. C'était pas un type extrêmement recommandable. Et Modiano avait l'habitude... de fuguer aussi quand il était très jeune. Et en cela, donc, on retrouve des échos à sa propre histoire, et surtout quand on connaît bien la biographie de Modiano, mais voilà, c'est d'autant plus parlant. Et même si je dirais qu'on a un côté, même si on sent son implication, il y a un côté presque sec dans l'écriture parce qu'il veut vraiment comprendre ce qui est arrivé, et il n'y a pas tellement d'affect que ça. Voilà. Même si on sent, c'est ça qui est un peu particulier, on va dire, on sent que c'est très personnel, mais sans beaucoup d'affect en même temps. Donc voilà, moi, c'est pas ce que je préfère chez lui, pour être tout à fait honnête. Je comprends la dimension importante dans son œuvre, certes, mais je trouve qu'en fait, quand il est dans la fiction, il y a justement une dimension mystérieuse avec la petite musique de Modiano, comme on dit parfois, qu'on retrouve plus que dans Dora Bruder, qui est vraiment plus une enquête, même avec des éléments, même si on sent les éléments personnels, comme je disais. Voilà, je trouve que ça touche moins, en fait. Voilà. D'accord. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, celui-là est peut-être pas le mieux noté parmi les Je sais pas. Modiano. Je t'avoue, Non. j'ai pas du tout regardé. Moi, je sais que c'est considéré comme un des plus importants, en tout cas. Ça oui. Si on doit citer, toi, 3-4 livres, on va toujours citer Rue des Boutiques Obscures parce que c'est le Nobel, éventuellement La Place de l'Étoile, j'aurais pu prendre celui-là parce que c'est son premier, mais qui est dans un style extrêmement différent, qui ressemble pas du tout finalement à ce qu'il a écrit par la suite. On cite Dora Bruder, on peut citer Dans le Café de la Jeunesse perdue ou L'Horizon parmi les derniers. Voilà, mais ça fait vraiment partie des plus importants, en tout cas. Ou on cite aussi son autobiographie Un pédigré. Voilà, c'est-à-dire c'est les principaux en général qu'on a l'habitude principaux romans, livres en tout cas qu'on a l'habitude de citer. Alors peut-être pour l'anecdote, pour illustrer en fait que ce roman a eu un certain retentissement, c'est qu'à Paris désormais en fait on a une promenade Dora Bruder qui existe depuis fin 2014. Donc c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait décidé comme ça de rendre hommage à la fois à cette jeune fille et à Modiano finalement. C'est une voie du 18e arrondissement. D'accord. Et d'ailleurs, c'est peut-être, je tape un peu sur tout le monde, mais elle a eu l'occasion de le faire entre l'achat de 2 sacs Burberry ou je ne sais pas si tu as trop suivi. Mais alors, pour le topic de Dora Bruder, est-ce que c'est pas un des premiers où on a vraiment un citoyen lambda qui est enquêteur? Parce qu'en général, il y a soit une histoire d'amour, soit un ami qui a perdu un autre ami et qui se cherche. Ici, il n'y a pas vraiment une connexion très claire entre le personnage principal et Dora Bruder. Non, en fait, c'est vraiment que Modiano, ça l'a marqué, en fait, c'est d'avoir découvert cet avis de recherche comme ça. Voilà, c'était quoi? C'est que oui, il tombait sur une page du journal Paris Soir du 31 décembre 41. Il aime bien les archives. Modiano, il a des annuaires téléphoniques ou des très très vieux annuaires chez lui, des choses comme ça. Et voilà, donc il était tombé là, et c'est vraiment ça l'élément déclencheur, en fait. D'accord. Mais l'histoire est contée de son point de vue ou Oui, c'est ça. Donc de son point de vue. il parle vraiment, il dit par exemple, sur la 4e de couverture, j'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue, et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Voilà. Et donc en fait, le tout début, c'est vraiment ça. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu Paris, on recherche une jeune fille, etc., etc. Donc en fait, dès le début, à la limite, peut-être qu'on ne devine pas que c'est Modiano, mais c'est vraiment l'auteur, en fait. C'est ça que j'insiste, le narrateur, c'est l'auteur. Le jeu est bien Patrick Modiano, quoi. D'accord, très bien. Je file aussi sur ma liste, donc je crois que c'est un roman assez court. Oui, de toute façon, Modiano, c'est jamais très très long. Ici, je regarde, c'est 145 pages à peu près. Ça dépasse rarement 200 pages, Modiano, de toute façon. D'accord, je lirai encore cette année si j'ai le temps. Ça pourrait me tenter, ça fait un moment, je n'en ai plus lu. Et tu parlais d'Horizon, tu as eu l'occasion de le lire aussi? L'Horizon, oui, je l'ai lu à sa sortie, donc ça remonte déjà à 2015, quelque chose comme ça. Je pense qu'il se finit, la particularité de celui-là, c'est qu'il se finit en Allemagne. Ouais. Mais après, ça reste c'est un bon cru, ça c'est clair, mais ça reste du Modiano. D'accord, parfait, très bien. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire sur les étoiles de manière générale? Bien, pour moi, ce sera tout. Non, j'ai terminé tout avec les étoiles, ouais. D'accord. Alors, l'orbite est bouclée, ou plutôt que la boucle. On va se quitter alors et se retrouver très bientôt avec un thème dont on va encore discuter. Merci beaucoup, Tib, et à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. Salut, Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.